sommes au relais de la caisse, juste à côté de GTA, pour discuter aujourd'hui, n'est-ce pas, des questions d'emploi de la jeunesse, mais aussi des questions du développement communautaire, comment le faire à l'ère des ODD. Et c'est à l'occasion donc de l'Assemblée générale d'une association, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Et nous sommes ici avec un panel bien constitué, assez colorié, pour parler aujourd'hui de comment réimaginer le monde, réimaginer le développement local, réimaginer l'emploi des jeunes à l'aide des ODD. Et donc, je vais présenter rapidement ceux qui sont avec nous dans ce panel intéressant. Mademoiselle Christine Adinaré, Mademoiselle Christine Adinaré, vous êtes étudiante en anglais, c'est ça? Oui, bien Très sûr. bien. Merci beaucoup, bienvenue. Monsieur John Linekro, Monsieur John Linekro, il nous vient de la Norvège. Monsieur John Linekro est le directeur Afrique, donc qui s'occupe de tous les projets exécutés par l'ONG norvégienne NNV, c'est la Société norvégienne pour la conservation de la nature. Monsieur John, bonne arrivée. Merci. Nous avons ensuite à côté de lui le commandant là-bas. Le commandant là-bas, il est à la direction des évaluations, des études et de la planification au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Merci beaucoup de se joindre à ce panel. Monsieur Yassamba, il est donc énergéticien à la direction générale de l'énergie. Merci Monsieur Mba de s'associer à ce débat. Monsieur Ntonji Maoussé, il est le directeur donc, de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement au Bénin. Monsieur Ntonji, bienvenue au Togo. Les élections chez vous, c'est dans quelques heures. Vous êtes tenu à faire partie de ce panel. Merci beaucoup. Et puis nous avons M. Souleymane Idrissou. Et puis nous avons M. Agbessi Michel. Communication oblige, sensibilisation oblige. M. Agbessi Michel, il est point focal au ministère de la Communication. Je vais envoyer la première question à mademoiselle Christine. Vous êtes jeune, vous participez à cette Assemblée générale. C'est juste pour avoir pourquoi vous vous engagez. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui est le soubassement de votre motivation? Merci beaucoup. D'abord, j'adore les ONG. Pour mon adhésion à l'ONG JVE, j'ai été tenue de participer à une assemblée générale à Takpamé la dernière fois. Et j'avais trouvé ça intéressant, surtout que ça parlait de l'environnement. Parce que nous savons très bien qu'au Togo, notre environnement n'est pas ce que ça doit être. C'est un petit peu trop pollué. Alors, quelle action vous comptez mener? Qu'est-ce que vous faites chaque jour? Quelque chose, un geste. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin en faveur de l'environnement, vous? Oui. Pour les sachets qui sont tout le temps par terre, les sachets de Puata, je n'aime pas trop les voir par terre. Je les ramasse et je les mets dans les poubelles d'habitude. C'est bien, c'est déjà une action très très salutaire. Merci. Monsieur John Linekro, bienvenue au Togo. Vous êtes norvégien, vous travaillez dans le développement international. Aujourd'hui, le monde fait face à plusieurs crises, la crise migratoire, la crise énergétique, la crise climatique, etc. Est-ce que vous pensez qu'on doit continuer à faire le développement tel qu'on le faisait avant? Il y a les ODD. Selon vous, qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer dans la façon dont on fait le développement? Et puis, peut-être commencer par nous parler de vous et de ce que fait votre ONG, NNV. Oui, d'abord, pour me mieux exprimer et pour me mieux comprendre, je vais parler en anglais. Allez-y. Il faut traduire. Oui, allez-y. Okay, I'm working for an environmental organization in Norway, but I have been visiting 15, 16, 17 countries in Africa during the 25 years, and I have been cooperating then with several organizations throughout those years, and when I have been having the privilege to learn about JVE during the last 8 years, I have seen an organization that is developing from a small organization, but with a big potential, and during those 8 years I've seen them flourishing. New representations are popping up in many African countries, local branches, more members, more staff, more support from different organizations. And I think that the success of JVE is much based on the approach and the attitude and the commitment
of young people in many African countries. They see that the governments, their parents, their old ones, okay, their behavior, their ways of living, it can't be sustainable. And they know that the responsibility is first of all on them, the young ones. They have to change. They can't rely on the adults, actually. And then we see that young people, they just have to act. They feel that they're obliged to do something, and when they join forces, they get stronger and they get more encouraged, and they see that they get response also from their society. When they approach people in the ministries, when they approach decision makers in various places, they see that the messages that the young ones are bringing forward, the decision makers are happy to get that, to be pushed. Of course, some are resisting, some want to keep the situation as it is, the status quo. But we see that young people are actually pushing the development in many, many countries now, and that is also encouraging for us. Voilà, Monsieur John Linekro, donc il estime que c'est assez intéressant de voir quand même l'avancée des structures de jeunesse, notamment j'y veux qu'il a appris à connaître, ça fait environ 7-8 ans. Et d'année en année, il a vu quand même que ce mouvement se développe avec davantage de branches locales, davantage de bureaux, davantage de représentation nationale, et que le succès de ces structures est dû essentiellement à leur engagement, à leur force dynamique, mais aussi à la jeunesse qui caractérise, n'est-ce pas, leurs activités, et qu'il voit que les États donc, répondent un peu avec réticence parfois avec beaucoup plus d'entrain, parfois ils les accueillent beaucoup devant cet effort de plaidoyer que font les ONG, et surtout les jeunes ont compris qu'ils doivent agir sans attendre, n'est-ce pas, parce que justement l'avenir c'est maintenant et tout de suite. Monsieur commandant Alaba, merci beaucoup de venir au nom du ministère de l'Environnement pour assister à cette Assemblée générale de cette ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, à laquelle, on va le voir tout à l'heure, 10 pays étaient là, ont présenté pour leur rapport d'activité. Quelle perspective, quelle vision portez-vous sur cette association, sur cet engagement jeune que vous avez pu voir ce matin à travers près de 28 pays, dont une dizaine étaient dans la salle? Lorsque vous m'introduisiez tout à l'heure, je suis en fait du ministère des études et de la planification du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Et comme je m'étais présenté, je suis commandant des eaux et forêts. Et pour commencer, je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour la confiance que vous avez placée à nous en nous invitant à cette rencontre. Et je crois que cela se justifie par le fait que JVE, le ministère de l'Environnement, était toujours des partenaires qui ont travaillé ensemble. Et c'est ce que justifie peut-être l'invitation que vous avez dû adresser à notre ministère. Et pour aller maintenant à votre question, je pense, quand moi j'ai eu l'invitation, j'ai vu le thème de la rencontre et je me suis dit que c'était un thème qui était assez intéressant parce qu'aujourd'hui, le Togo, comme tous les pays du monde entier, vont vers les ODD, les objectifs de développement durable. Nous avons entamé une certaine planification avec les DSRP, on est venu au SCAP et tout. Et maintenant, nous sommes en train d'aller vers les ODD. Et aujourd'hui, je crois que c'est à juste titre que vous puissiez penser à cela pour que l'emploi des jeunes ou la recherche de l'emploi des jeunes puisse s'inscrire dans un objectif de développement durable. Je crois qu'hier, il était question de voir comment chaque pays pouvait se développer de manière sur le plan économique. Et aujourd'hui, il n'est pas du tout question de ça. Il est question aujourd'hui de voir comment faire en sorte que les impératifs du développement économique puissent s'accorder avec les autres aspects du développement durable, à savoir les aspects sur le plan sociologique et environnemental. Je crois que le thème de votre rencontre se justifie
pour ces raisons-là. Aujourd'hui, si vous voyez sur le plan international, on parle du mécanisme de développement propre, la RED+, je crois que vous avez fait allusion à ça le matin. Tout ça là a été pensé pour que demain l'humanité vive dans un environnement plus serein. Pourquoi le mécanisme de développement propre? On se dit aujourd'hui qu'il ne s'agit pas pour un pays de mener ou de monter des projets de développement qui ne tiennent pas compte du lendemain. Il faut que nos projets, l'ensemble de nos projets, puissent tenir compte de ce que nous vivons aujourd'hui en projetant un regard sur le futur. C'est la même chose lorsque nous parlons du RED+, parce que l'humanité aujourd'hui est menacée par les changements climatiques et autres. Il faut y penser et commencer par prendre des mesures qui sont les nôtres, chacun en ce qui les concerne. Et je pense qu'à juste titre, votre thème le justifie. J'ai été aussi impressionné par, comment l'appelle-t-on, par les activités que mène JVE dans les différents pays, y compris le nôtre. C'est vrai, je disais tout à l'heure que j'ai une connaissance de JVE, mais je n'ai pas vraiment eu connaissance de ce que JVE fait concrètement dans notre pays. Et je pense que c'est intéressant ce que les gens sont en train de faire ici ou là en Afrique, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur commandant Alaba. Donc, merci de la précision quant à votre position. Monsieur Diassa, vous venez du ministère en charge de l'énergie. Et on a vu justement ce matin les jeunes démontrer comment ils s'activent quant à la promotion des lampes solaires, des foyers améliorés, des systèmes décentralisés d'accès à l'énergie. Que fait le ministère qui cadre justement avec les actions de cette organisation de jeunesse? Sinon, quelle analyse faites-vous de cet effort que mène, n'est-ce pas, JVE, mais aussi tant d'autres associations à travers le Togo? Et la question que j'ai toujours à me poser ou que j'ai à répondre avec mes ingénieurs, JVE est-il un partenaire ou une casse-tête? Parce que toutefois, lorsque nous avons élaboré la politique, j'ai toujours donné l'exemple là, et vous avez fait des remarques. Le premier geste ou réaction qu'il y a eu, c'est que JVE veut encore nous mettre les bâtons dans les roues. Mais lorsque on s'est penché sur le document, on a vu que vraiment c'était pertinent, ce qui a ajourné la politique jusqu'à aujourd'hui. Et c'est lorsqu'on faisait des présentations, j'avais voulu dire que j'aurais aimé qu'on me dise quels ont été les enjeux de 2015, les difficultés et les réussites, et dire quels seraient les enjeux à venir. C'est la remarque que j'avais voulu faire lorsqu'il y avait des présentations. Et je salue les jeunes, quand les jeunes se mettent à penser aller vers les énergies renouvelables, c'est salutaire, parce qu'ils ont compris les enjeux environnementaux, les enjeux du fait que nous, je parle principalement du Togo comme je suis au Togo, que nous sommes indépendants ou dépendants des produits pétroliers et nous ne sommes pas producteurs ni on l'importe dans sa totalité. Et pour JVE, c'est Togo, ce que je dirais peut-être c'est l'enjeu aujourd'hui qu'il faudrait revoir, c'est d'aller vers ces jeunes-là, vers les populations à la base. Et essayer de les informer, de les former. Vous faites déjà beaucoup avec nous, hein. C'est-à-dire que chaque temps vous nous interpellez, vous nous dévancez, vous essayez de dire faites attention, parce que comme on le dit chez nous, personne ne peut danser et s'apprécier. Donc je dirais que vous faites beaucoup d'efforts et il faudrait faire plus en allant vers les populations. Vous voulez parler de la sensibilisation, de la sensibilisation, oui. Parce que les gens n'ont pas d'informations. Comme vous parlez des énergies renouvelables, c'est vrai que les jeunes vont vers là, mais j'ai fait l'expérience de voir qu'ils sont confrontés du fait que sur le marché, les gens ne sont pas informés, les gens pensent que c'est quelque chose qui est cher, ce n'est pas disponible, ça ne peut pas aller, machin. Donc je dirais que vous avez beaucoup à faire. Donc vous devez former des gens par rapport à ça. Merci M. Mba. La parole à M. Suleiman du ministère du Développement à la base, justement pour donner sa lecture des résultats obtenus par les membres des différentes représentations nationales de JVE en 2015.
dans la fenêtre, dans la vue en tant que personne en charge des questions d'emploi de jeunes, de toute façon d'auto-emploi, donc qui va au-delà, n'est-ce pas, de la jeunesse. Quelle lecture faites-vous, Monsieur Souleymane? Merci beaucoup, Monsieur le directeur exécutif. Vraiment, j'ai beaucoup admiré toutes les actions, les rapports que les représentations locales ont essayé de présenter. Donc, en tant que ministère à la base de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, je félicite ces représentations locales car nous avons l'objectif de promouvoir les emplois verts. Dans votre intervention ce matin, vous avez parlé de la formation des membres en entrepreneuriat. Actuellement, nous ne pouvons plus former les jeunes en entrepreneuriat sans parler des aspects environnementaux. Donc on ne peut pas former les jeunes sans qu'on leur dise comment protéger l'entrepreneuriat. Cet aspect que vous avez développé ce matin avec les représentations et les invités venus des pays étrangers nous a beaucoup impressionnés. Et sur ce plan, je pense que nous tenons à remercier JVE pour cet aspect et voir maintenant comment travailler vraiment avec JVE en synergie pour la formation des groupements. Parce que nous avons beaucoup de projets au niveau du ministère et il est important qu'on forme tous les membres des groupements par rapport à la protection de l'environnement. Donc, je pense qu'avec JVE, nous avons beaucoup à faire. Merci, M. Souleymane. On reviendra de toute façon dans la deuxième série sur la question de l'emploi des jeunes, comment on doit pouvoir l'orienter aujourd'hui. Monsieur Michel Agbessi, vous êtes à la communication. Comment est-ce que vous avez pu voir des actions de communication dans le rapport de ce matin et quelle analyse faites-vous? Oui, je vous remercie, monsieur le directeur. Je vous remercie de nous avoir invités à cette rencontre. À vrai dire, j'étais très ému par les communications de ce matin. En tant que communicateur, journaliste moi-même, de profession moi-même, j'ai été ému par les communications qui sont passées ce matin, ceux qui nous ont instruits maîtrisent leur domaine. En allant plus loin, je voudrais dire que votre ONG JVE, pour parfaire ces actions, devait penser à renforcer les capacités des femmes et des hommes qui gèrent votre association. Ceci en intégrant dans vos plans d'action le volet changement climatique, gaz à effet de serre oblige, pour pouvoir, comment dirais-je, maîtriser ce domaine qui est cher aux pays africains. Nous l'avons vu à la COP 21 à Paris et les pays africains ont essayé de présenter leur programme action pour les années à venir et pourquoi pas votre association devait y penser. Voilà, donc merci beaucoup monsieur Michel. Monsieur Ntonji, vous venez du Bénin, vous avez la lourde charge de représenter la dizaine de pays qui est là ce matin, pour nous faire un peu le point sur ce qui a été dit ce matin, et pour vous en tant que membre actif de cette machine-là, qu'est-ce qui retient le plus votre attention en termes d'impact de vos activités sur le terrain dans le cadre de l'année 2015? En réalité, pour une organisation de la société civile, donc une ONG, l'objectif est d'impacter durablement les vies des gens. Et lorsque notre travail n'atteint pas cet objectif, quelquefois on a l'impression de tourner en rond. Et lorsqu'on note les rapports des différents pays qui ont défilé aujourd'hui, on voit que contrairement aux années précédentes, un gros effort a été fait pour aller vers du concret et apporter des solutions aux populations. Que ce soit la distribution des kits solaires, il y a un effort de sensibilisation qui est fait,
et un effort de distribution qui est fait. Je peux vous dire, avec les réglementations dans les pays, ça n'a pas été très facile, n'est-ce pas, d'obtenir ces lampes, de les distribuer à moindre coût et de permettre aux populations d'y accéder. N'est-ce pas, c'est vous, ONG, qui vendez les lampes très chères aux gens? Non, d'après les informations qui sont les nôtres, dans l'espace UMOA, il y a encore des pays qui taxent les équipements solaires à hauteur de 47%. Donc, où c'est considéré encore comme un élément de luxe. Monsieur Diassa Souris à côté, au Togo, la taxation sur les équipements solaires, à quoi ça ressemble? Bon, comme il a dit, il n'a pas menti. Le Togo fait partie des pays qui ne continuent pas à taxer certains équipements, je ne dirais pas la totalité, parce que les plaques solaires sont exemptées. Et nous sommes en train d'œuvrer à ce qu'il y ait un arrêté interministériel qui détaxe un peu ces équipements-là pour permettre sa promotion et le développement de ce secteur-là. Il semble que vous avez peur que si vous détaxiez les batteries, les businessmen des voitures vont faire venir les batteries sur la coupole des énergies renouvelables puis les vendre. Au fait, c'est pas ça. Les batteries utilisées dans ces cas-là sont différents. Bien. Ce sont des batteries qui ne peuvent pas être utilisées pour le cas de voiture. Mais ce que l'enjeu est énorme. Et ça met en place 3 ministères, dont le ministère des Mines et de l'Énergie, qui œuvre à ce que cela soit détaxé. Et ceux qui tiennent les câbles, c'est le ministère du Commerce et des Finances, où beaucoup auront à perdre. Donc le problème qui se pose, c'est qu'on peut, avec nos frontières qui sont poreuses, détaxer des matériaux qui vont rentrer au Togo et qui partiront pour d'autres pays. C'est ce qui cause problème actuellement. C'est ça. Oui, monsieur Moutonji, vous pouvez continuer. Donc, comme l'a dit l'intervenant, c'est pour ça, au niveau de JVE, en tout cas au Bénin, nous sommes dans un processus de faire du plaidoyer au niveau de la CEDEAO pour que ce ne soit pas un seul pays qui avance, mais que ce soit de façon communautaire pour éviter, comme il l'a dit, que le produit détaxé dans un pays se retrouve sur un autre marché parce que nous avons un espace, un marché commun et se retrouve dans un autre pays et alimente le commerce avec des bénéfices exponentiels. Alors l'autre élément qui ressort des différentes activités, c'est que on a besoin de renforcer le travail que nous faisons. Aujourd'hui, on veut se focaliser vers l'employabilité des jeunes. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire, il y a un effort de formation à faire, et tout cela ne peut pas être fait qu'avec les seules ressources que nous avons. Et la majorité des ressources dont nous disposons aujourd'hui, c'est des ressources venues de partenaires dans un processus d'appel d'offres où on accepte nos dossiers. Et à travers ce panel, c'est l'occasion de rappeler combien il est encore important pour que nos États puissent réfléchir à un processus pour que les sociétés civiles que nous sommes, nous puissions bénéficier d'un support financier venant de l'État. Ça se passe dans d'autres pays. Je crois qu'après 50 ans d'indépendance dans nos pays africains, c'est possible que quelque chose de ce genre se mette en place, que nous faisons ce travail à Hoyogbe, dans le pays profond là-bas du Niger à Zender, que ce ne soit pas toujours l'argent des PTF qui servent à cela, mais plutôt que nos États puissent bien sûr nous accompagner beaucoup plus sur le plan financier, parce qu'ils le font déjà techniquement et c'est important à souligner. La dernière chose qui ressort des différents rapports qui ont été présentés, c'est que la jeunesse est engagée. Et beaucoup font un travail avec des moyens limites, nous l'avons dit, mais essayer d'impacter des solutions réelles. Et cela, c'est la perspective pour 2016. Je crois qu'on aura le temps de revenir là-dessus tout à l'heure. Vous l'avez dit tout de suite, on va juste dans le cadre de cet élément qu'on va monter, à présent montrer aussi, n'est-ce pas, quelques éléments de ce qui s'est passé ce matin ici, quand les représentants de plusieurs pays ont présenté donc leur rapport d'activité. Ça relève de la conclusion de JVE
Et également, nous sommes là pour la mobilisation sociale. Au Sénégal, on a 7 branches locales qui travaillent au nord. Les gens travaillent sur les stratégies de reboisement. Vers le sud, on est sur le projet école, en Casamance et autres. Donc à Dakar, on travaille sur tout ce qui est programmation, planification pour les branches locales. On participe aux ateliers et tout. On est sur les changements climatiques et il y a beaucoup d'activités qui se font au Sénégal. On a développé pas mal de projets comme le projet école. Donc le projet école qui marche très bien au Sénégal. Donc les élèves sont impliqués, les enseignants et autres. Donc il y a aussi les projets concernant les reboisements, comme je l'ai dit. Le projet de reboisement, la stratégie nationale de reboisement que nous développons au nord du Sénégal. Donc la partie qui a le plus besoin d'arbres. Donc nous avons un partenaire coréen qui nous aide là-bas. Donc à part ça, il y a beaucoup de partenaires qui nous appuient dans le cadre des changements climatiques, dans le cadre de l'adaptation et dans beaucoup de choses. Donc, en gros, au Sénégal, on essaie de faire avancer la structure. Aujourd'hui, on est connu de tous. On est membre du COMNAC, on est membre du COMREC, on est membre de pas mal de réseaux au niveau national comme au niveau international. JV Centrafrique a eu à réaliser beaucoup d'activités dans le cadre du changement climatique, en passant par la gestion durable des ressources naturelles pour en finir sur la sensibilisation. Alors, les activités qu'on a eu à réaliser cette année, c'est beaucoup plus dans le cadre du projet CLENA. CLENA, c'est le projet Clean Energy of Africa. Donc on a eu à travailler sur beaucoup de réalisations telles que la sensibilisation dans les écoles sur les énergies durables. Dans une ONG, il faudrait la bonne gouvernance. Donc à cette occasion, JVE Centrafrique a eu à organiser un atelier sur la bonne gouvernance, un atelier de formation bien sûr. On avait eu 2 séances. Cela nous a permis à la suite de voir que vraiment il y a une nette amélioration. Donc en dehors de cette formation sur la bonne gouvernance, on a eu également à sensibiliser dans les écoles. On a sensibilisé les élèves sur les questions liées à l'énergie et au développement durable. Et il ne faut pas oublier qu'on a aussi réalisé des activités dans le domaine du roche. Et nous, en Centrafrique, nous avons ciblé surtout les établissements, et pas tous les établissements, mais bien sûr les établissements publics. Si vous devenez ministre de l'Environnement, que feriez-vous? Bon, si je suis nommé ministre de l'Environnement, bon, je vais me pencher surtout sur le problème de réchauffement climatique et surtout aussi des animaux en voie de disparition, surtout ceux qui sont marines, parce que nous nous penchons souvent sur l'environnement, l'espace vert, et nous oublions totalement les espèces aquatiques et marines. Et surtout l'écosystème aussi, donc je vais me passer juste sur ça. C'est bon. C'est déjà bien. Mr. John, vous venez de NNV, donc une ONG norvégienne. Vous aussi, vous prenez l'argent de NORAD, donc l'agent de développement norvégien. Comme vous, il y a beaucoup d'autres ONG. Et ça fait 50 ans que vous essayez de développer l'Afrique. Et nous sommes toujours en train de nous développer. Ou nous sous-développer, c'est selon. Est-ce que vous pensez qu'on doit continuer des structures comme JVE, doivent toujours être là chaque année à venir vers vous chercher l'argent? Vous aussi, vous exploitez NORAD, NORAD aussi prend l'argent quelque part. Est-ce que vous pensez que ce modèle-là doit fonctionner, ou il y a un changement radical qu'on doit pouvoir apporter dans la question du développement durable, développement de la planète en général? Wow. You asked me to find a solution for something that has been going on for 50 years. Yes, exactly. Many people have tried to do it in a different way. Of course, one part of the answer is that international development cooperation is not the answer to everything. And as I said in my first intervention, is that people themselves, young people in Africa, they are the ones who have to do the biggest part of the job. But when I look at my organization's, the reality of my organization and other organizations in Norway, just to keep it to that, we see that, as you say, the governments are changing their priorities, maybe not from year to year, but quite rapidly. Now we are facing in Norway a change within the government where they
focus on preventing refugees coming to our country. So they say that, okay, the development funds should be used in vulnerable countries in Northern Africa, in the Middle East, and the ordinary development work will then have to be reduced. And we also see that when we have discussions with the government through NORAD, we see that if we are talking about development or organizations, we say that, okay, we are supporting an organization with a headquarters in Togo. They said, yeah, but Togo is not a priority country for us. Okay, then we say that, yeah, but they are working in many African countries. Okay, that can be acceptable. But then when it comes to organizational development, it is a bit vague. What are the results? So when they're talking about the number of stoves, or talking about stoves and solar lamps at all, they said, yeah, how many stoves have these partners produced? How many have they been selling? The same with the lamps. So we see that if we are to get funds from the Norwegian government, we have to change our priorities to some extent. So when we go into a new agreement with NORAD from 2017, we will see that we should change our way of presenting our application. Maybe not in reality, but the way we present it. We say that, okay, we're going to produce 1 million stoves within the next 4 years. Then many people in NORAD will be happy. But then we can say that, okay, to make that happen, of course we have to work also on a policy level towards decision makers. But the focus that we are presenting is on the concrete issues, on the concrete figures. Excellent. Mais il y a une critique qui est envoyée souvent. On estime que vos interventions parfois exacerbent la pauvreté. On estime parfois que le développement crée plutôt des poches de misère encore en Afrique. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Yes, if we look at the cooperation between countries on the government level, we see that very much of the development funds go to big projects. When it comes to energy, it is big power plants. It is to distribute electricity through the grid. Centralized models that are used. First of all, it doesn't help many people, and it doesn't give employment to many people. As soon as you shift to a decentralized model, you see that people themselves have a much bigger chance to influence on the development, and they also have a much bigger chance to get an employment. So I think if you're talking about some radical change, that is going from a centralized model to a decentralized model, a lot could be changed along that line if that should be possible. And of course there we see that an organization like GVE is really pushing the decentralization in various ways, in cleverly ways. It's not threatening, I think, and that is perhaps the most important. Commandant là-bas, vous êtes au ministère de l'Environnement. Malgré tous vos efforts, chaque année au Togo, on coupe 17 000 hectares. On n'en reboise que 1000. Vous avez vu les émeutes au nord du Togo. Je ne vous demanderai pas de réagir à ça, vu la complexité de ce dossier-là. Mais d'autres éléments, à la côte, les populations qui perdent chaque jour leur cimetière, leurs mamans dans la mer, etc. Les questions d'habitat, d'assainissement, beaucoup de problèmes, beaucoup de défis auxquels nous faisons face. Vous pensez que les priorités sont où chez vous? Parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de priorités. Les priorités actuellement sont où? Justement que vous venez de la division qui fait les études et la planification, les priorités sont où? Sur quoi pensez-vous que vous ou les ONG doivent mettre l'accent s'il doit y avoir une réimagination de nos interventions sur le terrain? Bon,
Merci pour cette question. Je pense que pour un pays sous-développé comme le Togo, tout est priorité. Franchement, tout est priorité. Et c'est pour cela que parfois, lorsque vous tournez les yeux ou vous tournez votre regard vers un aspect particulier, vous ne constatez que les dégâts dès que vous retournez votre regard. Tout est vraiment priorité. Et comme vous l'avez dit, et tout est priorité, tout est aussi question de moyens. S'il y avait des moyens, on agirait en même temps. C'est-à-dire que sur ces priorités-là. Et en tant que un membre de la direction des études de la planification, c'est pour cela que lorsque vous définissez vos priorités, on vous demande encore dans ces priorités-là de prioriser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous priorisez la priorité. Vous priorisez vos priorités. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire avant quoi? Et comme je l'ai dit, c'est pour des raisons de moyens. S'il y avait des moyens, on agirait en même temps sur ces priorités. Vous répondez très bien, diplomate. Concrètement, voilà. Quelles sont les priorités des priorités actuellement? Bon, au Togo, moi, actuellement, nous avons des priorités en matière de dégradation du couvert forestier, en matière d'érosion côtière. Et en matière d'érosion côtière, justement, vous avez vu, le ministère de l'Environnement, avec l'appui de l'UMOA, a pu mener quelques actions de pose des épis pour limiter l'effet des vagues. Mais malheureusement, sur cette côte, lorsque vous faites un tour, vous allez constater qu'il y a déjà certains épis qui sont engloutis. Et donc, les réflexions sont menées et aujourd'hui, il y a une étude qui a été pratiquement réalisée sur le long des côtes des pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce que l'on a constaté, c'est que lorsque vous entreprenez une action de protection, et ça peut agir en amont ou en aval, quelque part, dans un autre pays. Donc, ces interventions-là, on veut vraiment les penser pour que... Mais là encore, ça nécessite beaucoup de moyens. Et les moyens, vous n'en avez pas en ministère. Et les moyens, il faut solliciter les partenaires. Et quand vous sollicitez les partenaires, bon, ce n'est pas d'emblée gagné d'avance. Je pense que c'est là, vous posiez une question à mademoiselle tout à l'heure. C'est là parfois la querelle entre organisations de la société civile et les gouvernants. Chacun de son côté cherche à démontrer que l'autre ne fait pas grand-chose. Tout à fait. Pour bénéficier de beaux yeux de la fille. Parce que tous se tournent vers le partenaire. Mais je pense que ces questions, nous n'en avons pas besoin, puisque si nous nous disons que nous avons un objectif commun, celui de protéger l'environnement pour nous-mêmes, et ceux qui n'ont pas le pouvoir d'agir comme nous, je pense qu'il faut voir les choses de manière synergique pour que l'intervention ou nos interventions sur le terrain puissent porter davantage de fruits. Merci beaucoup. Et sur le plan forestier, je crois que aujourd'hui, avec le retour des partenaires, nous avons pas mal d'initiatives en cours qui nous permettront quand même de relever le défi dans ce domaine-là. C'est vrai, et la coupe, on dit dégradation du couvert forestier et machin. Aujourd'hui, on va vous dire que bon, c'est parce que les gens coupent les arbres qu'il y a dégradation. Mais il faut regarder les choses encore de plus près. Vous allez vous rendre compte lorsque vous mettez à Davier là-bas, le nombre de sacs de charbon. Si vous comptez 100 véhicules de charbon, peut-être que vous n'allez compter que 1 ou 2 véhicules chargés de bois. Et ça, on ne regarde pas ça. Je crois que si on ne fait pas une bonne lecture des réelles causes et leur degré de nuisance à nos forêts, nous allons passer à côté des solutions que nous allons trouver. Et de la même manière, au niveau de l'agriculture, lorsque vous passez, vous voyez quelqu'un qui a fait un grand champ d'igname. Or, quand on fait un champ d'igname, on calcine tous les arbres. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On applaudit. Que voilà, celui-là, il a fait un bon champ, il a fait. Mais dès qu'on trouve un morceau de bois par terre, on dit, ah, les forestiers ne font pas leur rôle. Ils ne jouent pas leur rôle. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que les raisons se situent à tous les niveaux et il faut que nous les repensons d'une manière sereine pour trouver les solutions adéquates qu'il faut à la dégradation de notre environnement.
J'ai noté votre mot sur la nécessité de créer des alliances, créer des synergies entre tous les acteurs, syndicats, ONG, religions, écoles, etc. Et bien sûr. Mais monsieur Mba, vous êtes dans le système d'information énergétique et au Togo, nous importons près de 80% de notre besoin, de notre électricité du Ghana et d'ailleurs. Monsieur le commandant là-bas parlait tantôt de la question du charbon. Et apparemment, on a l'impression que vous ne faites rien, excusez-moi. On a l'impression que personne ne s'intéresse au bois au Togo, mais il y a beaucoup d'attention par contre sur les centrales. Il semble que vous cherchez d'ailleurs une nouvelle centrale à charbon pour gérer le prochain délestage. Est-ce que vous faites quand même quelque chose? Les citoyens se posent la question. Qu'est-ce que vous faites au ministère de l'Énergie? Merci une fois encore. C'est vrai que lorsque vous avez du courant tous les jours et à tout moment, vous ne trouvez pas l'importance du courant. Puisque vous venez de poser la question de savoir qu'est-ce que je fais. La preuve, vous avez le courant, je fais beaucoup de choses. Vous êtes venu, vous avez quitté votre bureau, vous êtes venu ici, vous avez eu du carburant. Je œuvre à ce que vous ayez du carburant constamment et à bon prix. Et à bon prix. À un coût bas, s'il faut le dire ainsi. Et comme vous l'avez dit, nous l'importons, la grande partie de l'énergie électrique que nous consommons, ça c'est vrai. L'important de la VERA, c'est-à-dire Volta River Authority du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes cités, Togo et Bénin, comme exemple d'intégration sous-régionale. Parce que vous êtes sans savoir que Togo et Bénin constituent un seul pays, s'il faut parler d'énergie électrique, la CEB. Et nous le gérons tant bien que mal. Et parlons du bois. Ou bien parlons du charbon, de centrale à charbon. Et c'est vrai que sur le plan environnemental, puisque vous attirez nos attentions sur ce fait, c'est vrai que ça pollue. Mais il y a la nécessité de se développer, quoi qu'on dise. Donc polluer pour se développer, vous voulez dire? Non, on pollue moins. Pour l'instant, si mes informations sont bonnes, notre degré de pollution n'est pas aussi élevé. Donc on va polluer un peu pour évoluer. Et on va revenir au niveau de charbon de bois et bois de feu. Je dirais que le ministère des Mines et de l'Énergie se charge de la demande. L'offre, c'est le ministère de l'Environnement qui s'en charge. Moi, dans le document de politique dans mon travail de système d'information énergétique que j'ai élaboré et que la politique a repris, c'est dit tel que le Togolais, je dois œuvrer à ce que le Togolais ait accès à l'énergie et à bon prix. C'est-à-dire que je dois œuvrer à ce qu'il y ait du charbon abondant, du bois de feu abondant, à un prix abordable. Nous sommes d'accord? Maintenant, celui de l'environnement me dit, attention, tu es en train de couper la forêt, tu es en train de faire juste. Mais ce que moi je dirais, c'est que lui aussi doit œuvrer à ce qu'il y ait des plantations à vocation énergie. Parce que quoi qu'on dise, c'est vrai, les gens m'ont critiqué dans des réunions, il faut du gaz, il faut du gaz. Le Togo n'en produit pas, nous l'importons. Ce que nous ne maîtrisons pas, nous ne pouvons pas compter sur ça. On dit subventionner, à quel coût? Lorsque nous tous nous savons que quand on vote un budget, c'est cadré. On dit ça là, c'est destiné à la subvention. Mais lorsque vous consommez ça dépasse, on fait quoi? C'est ça le problème, c'est ça l'enjeu. Donc quelle réimagination on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire avec vous alors, à l'ère des ODD? Oui, bon, je ne sais pas si vous connaissez Poudra Volet 3. Vous connaissez ce projet? Non, c'est quoi? Ah, le monsieur de l'environnement va mieux vous expliquer parce que c'est logé à l'environnement. C'est-à-dire qu'ils ont des volets bois énergie où ils ont réorganisé tout le circuit de la production, du transport jusqu'à la commercialisation. C'est des Allemands, ils ont compris que c'est-à-dire que la ressource là, quoi qu'on dise, on l'utilisera. On l'utilisera. Donc le problème se trouve au niveau de la production et de l'organisation de ce secteur, qui est d'ailleurs informel, où les contrebandiers l'exercent comme ils veulent. Donc le problème se trouve là. Donc une réforme profonde au niveau de la gestion de la filière, bois de chauffe. En tout cas, c'est quand même bien. Je crois que tous ceux qui suivent ce débat comprennent qu'il y a aussi un effort de réflexion à votre niveau. Monsieur Souleymane, développement à la base. Vous êtes ministère développement,
chargé de la jeunesse, de l'artisanat, de l'emploi des jeunes, de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et à l'ère des ODD, la critique essentielle formulée à votre endroit est que le ministère de développement à la base embrasse de trop. Vous n'êtes pas la ministre, je sais, mais vous travaillez au ministère. Et nous voulons voir comment on peut réimaginer le changement au niveau du développement local. Quelle réponse avez-vous à cette critique qu'on formule souvent à votre attention? Merci beaucoup. Par rapport à la première question, les critiques que les gens formulent, c'est que nous embrassons de trop. Mais c'est vrai. C'est que le ministère, quand il a été créé d'abord en 2008, ministère délégué auprès du Premier ministre chargé du développement à la base, il a pour mission d'impulser la dynamique nécessaire pour promouvoir et soutenir le développement harmonieux des communautés. Okay. Donc, nous devons développer les communautés à la base. En 2010, à part cet objectif, on nous ajoute encore la promotion de l'emploi des jeunes. Donc, nous devons élaborer des programmes pour pouvoir aider les jeunes à s'auto-employer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État-providence est terminé actuellement. Oui. Donc, il faut aider les jeunes à s'auto-employer. C'est dans ce sens que nous avons élaboré beaucoup de programmes, d'abord pour aider les communautés à la base et amener les jeunes à s'auto-employer. Plus spécifiquement au niveau de l'emploi des jeunes, vous savez que nous avons un programme, un fonds que nous appelons le FAEJ, qui appuie les jeunes dans la promotion de l'auto-emploi. Et avec la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, dont le ministère a en charge, il y a un programme que nous avons appelé Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, dont je suis le coordonnateur. Nous avons l'obligation de promouvoir les emplois verts. Et dans ce sens, nous avons commencé à appuyer certains jeunes qui font le recyclage des papiers et qui transforment en objets d'ornement. Donc, dans ce sens, nous pensons que, comme nous avons l'obligation de faire ça, nous devons orienter maintenant les jeunes vers les ODD pour qu'ils puissent développer leurs projets et pouvoir s'insérer dans le développement durable. Donc, je pense que c'est ce pourquoi les gens pensent que nous embrassons de trop. Merci. Mais nous essayons de faire quelque chose pour cette communauté, pour cette population jeune. Donc, réimaginer le changement au niveau du développement local. Je ne sais pas si vous deviendrez ministre après madame, mais en tout cas, pour vous, s'il faut développer une communauté, quelle doit être la meilleure approche aujourd'hui? Et les collègues sont dans la salle, ceux qui travaillent dans les ONG. Je suis chef quartier, chef de village, je veux développer ma communauté. Pour vous, quelle doit être la meilleure démarche? La meilleure démarche pour développer la communauté, nous, à notre niveau, c'est d'organiser cette communauté, de l'accompagner pour que les actions qu'elle pense pouvoir développer viennent d'elle-même. Donc, c'est pourquoi nous avons des structures qui aident ces communautés à s'organiser en CDQ, en CDB, pour pouvoir planifier leurs actions. Mais dans ces organisations, nous essayons aussi de les amener à prendre en compte les aspects environnementaux. Actuellement, nous ne faisons rien sans prendre en compte ces aspects. Donc, c'est comme ça que nous pensons pouvoir aider ces communautés à se développer à travers eux-mêmes leurs réflexions. Parce qu'on ne peut plus venir imposer des choses à ces communautés. Ça ne doit plus venir du haut. Ça doit partir de la base pour que le haut puisse les accompagner pour pouvoir se développer. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Vous avez l'opportunité d'écouter les jeunes. Ils font beaucoup d'efforts. Si vous avez des conseils à donner à ces structures de jeunesse ici et là, quel sera-t-il? Que diriez-vous à ces structures de jeunesse? Oui, des conseils, je ne sais pas si j'ai les meilleurs conseils. Je demanderai à toute association qui voudrait promouvoir surtout l'environnement, nous sommes là pour ça, de tenir compte dans leur programme de la dimension
environnementale. Et il faut pouvoir développer les actions en ce sens parce que le développement qui tient compte des objectifs de développement durable nous oblige à initier des actions communautaires. Et des conseils, je n'en ai pas les meilleurs, mais je dis que tout le monde doit s'évertuer à promouvoir l'environnement pour le meilleur de nous tous. Merci beaucoup, M. Ntonji. 2015 est parti, 2016, en tant que structure de jeunesse, j'y veux, si vous devez encore défendre les vôtres, et si les partenaires financiers doivent pouvoir vous accompagner en tant qu'ONG, quelles sont les grandes actions que vous envisagez réaliser pour l'année nouvelle et qui peuvent être peut-être porteuses, n'est-ce pas, d'espoir pour des communautés, pour des jeunes, mais aussi des espaces sur lesquels vous pourrez peut-être engager les États. Vision pour 2016. Alors la première des choses, sur le plateau, c'est revenu tout à l'heure, la sensibilisation. Donc il va s'agir de pouvoir intensifier, bien entendu, l'éducation relative à l'énergie dans les écoles, mais aussi au niveau des communautés, pour permettre aux gens de comprendre qu'on peut changer de paradigme juste en changeant soi-même sa façon de consommer. Au lieu peut-être d'avoir le réflexe allumer une lumière qui fonctionne à l'énergie fossile telle que nous les avons, mais plutôt investir dans du renouvelable ou ne serait-ce que pour l'éclairage public, l'éclairage privé, on a ces solutions solaires. Le deuxième élément sur lequel nous allons beaucoup nous appesantir en 2016, c'est l'auto-emploi des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les États, de toute façon, c'est pas nous qui le disons, mais ça s'impose de lui-même. Ils ont échoué en leur capacité à offrir de l'emploi à tous les jeunes. Donc, il s'agit pour les JVE, de façon générale, de renforcer cet auto-emploi des jeunes dans les communautés où nous travaillons. D'abord, en les formant, pour que ces jeunes aient de la confiance en soi et sachent dans quoi investir. Et investir vers de l'emploi vert. C'est pour cela que certains pays ont même eu la possibilité d'acquérir des terres afin de former les jeunes à l'entrepreneuriat agricole. Dans des pays comme le Bénin, nous encadrons des producteurs pour aller vers la pisciculture, etc. Donc ce sont ces choses, ces initiatives-là qui vont germer un tout petit peu dans les différents pays et auront besoin d'être accompagnés. Enfin, l'autre chose sur laquelle nous engageons l'énergie des jeunes que nous avons, ce sera bien entendu réfléchir à l'autofinancement de nos structures. Ne plus dépendre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, être entre griffes des mendiants de projets de développement, de financement, mais trouver des solutions afin de créer des activités génératrices de revenus qui permettront à nos staffs, à nos équipes de vivre mieux et d'atteindre les objectifs du développement à travers nos activités. Et moi, à titre très personnel, je rêve de ce moment où on n'a plus besoin forcément de rédiger des appels à projets et de les envoyer et de voir qu'on a échoué et finalement nos tiroirs sont pleins de ces documents mais dont on n'a pas les financements. Mais trouver un système où j'ai envie d'aller régler un problème dans une communauté donnée, eh bien j'ai les ressources, je vais régler ce problème pour le bien de ces populations-là. Merci beaucoup, M. Ntonji. Donc, bon vent à vous, bon vent à JVE pour l'année 2016. À présent, mademoiselle, carton rouge ou carton vert, vous choisissez. Carton rouge à quelqu'un ou carton vert à quelqu'un? Carton vert. Oui, donc carton vert à qui? Prenez le micro. Je donne un carton vert à M. Dalmeida. C'est lui le président de JVE Lomé 5. Et il est très dynamique. C'est lui-même qui m'a aidé à rentrer dans JVE Lomé 5. Merci. C'est bien, vous avez trouvé carton vert à quelqu'un. John, do you have a red card or green card for someone, for a company, for a president? Carton vert, carton rouge à quelqu'un, au choix. I take the risk to give a green card to the executive director of JVE.
Merci beaucoup. Because he has a commitment that you rarely find anywhere else. And his energy seems to be never ending. Merci beaucoup. Le mérite va à tous les membres de JVE. Grand frère, carton rouge au Togo, carton vert à quelqu'un, à une institution. Moi, c'est carton rouge. Oui, carton rouge, ça c'est très bien. Ouais. Je voudrais donner un carton rouge à quiconque voudra personnaliser la question de protection de l'environnement. C'est une affaire de tous. Carton rouge à vous, à quiconque. Ça veut dire que pour y aller, il faut aller ensemble. Oui. Voilà. Monsieur Diassa, carton rouge à une entreprise ou carton vert à une entité, à une personne? Je dirais carton vert, hein, okay. à JVE. Et parce que j'en ai bénéficié des fruits de JVE à travers la politique que j'ai vu élaborer. Donc je dirais que je souhaiterais que cela soit vraiment continuel et que ça continue pas s'accentuer, que ça ne se recule pas ou que ça ne baisse pas, mais que l'intensité s'accentue. Bousculez-nous, on est là pour ça, pour qu'on puisse améliorer les conditions de vie des populations. Merci. Le message est passé à tout le monde. Monsieur Ontonji, carton rouge, carton vert. Alors moi j'ai les deux. Oui, allez-y. Alors je donnerai déjà un carton vert en ce qui concerne JVE à tous nos staffs. Vous savez, le travail que nous faisons, il y a un visionnaire, il y a deux visionnaires. Mais pour que ce travail soit ce que c'est des gens qui font des nuits sans sommeil. Carton vert à tous ces jeunes qui quelquefois ont juste des frais de déplacement et qui nous aident à déplacer ces montagnes que nous déplaçons. Deuxième carton vert, c'est à l'endroit des pays, des États, qui ont commencé à prendre des initiatives pour défiscaliser ou détaxer un certain nombre d'équipements énergétiques. Ça, c'est quelque chose de très important à souligner. J'ai un carton rouge, bien entendu. Carton rouge, c'est généralement à ces partenaires financiers qui pensent que depuis quelque part dans un bureau, ils peuvent décider de ce qui est utile pour nos populations sur le terrain. On en a eu des preuves où on a soumissionné à des choses, on veut spécifiquement qu'on enlève certaines choses, alors que nous savons que sur le terrain, c'est ça dont nos populations ont besoin. Alors mon carton rouge va aller dans ce sens-là. Bien, merci beaucoup monsieur. Monsieur Suleiman, carton rouge ou carton vert? Ou les deux? Non, je pense que je vais donner carton vert, surtout à tous les présidents de JVE qui sont ici. Vous pouvez applaudir quand même pour les... On peut écouter, voilà. Par rapport à leur rapport qu'ils ont présenté, nous voyons que par les petits moyens, ils arrivent à bousculer vraiment les montagnes. Donc, félicitations et carton vert pour tout le monde pour que ça continue comme ça. Monsieur Michel, carton rouge, je suis sûr. Carton vert. Carton vert pour JVE Togo, pour tout ce qu'il fait pour la promotion de l'environnement. Carton vert surtout pour son directeur exécutif qui a su honorer le Togo l'année dernière à Déougou en Corée du Sud. Et je m'arrête là. Merci beaucoup, monsieur Michel. Donc, les cartons ont été envoyés à tous et monsieur, mon collègue caméraman, va promener encore sa caméra dans la salle à d'autres personnes pour avoir des cartons rouges. Cartons verts, sans doute, off-micro, il y aura davantage de cartons rouges. Donc, ainsi prend fin notre panel d'aujourd'hui. On peut applaudir les panélistes quand même pour ceux qui ont suivi. Merci beaucoup. Donc, c'est pour montrer qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont suivi la fin de Tenayan. Mais aussi la nécessité de mettre de l'énergie à l'intérieur. Nous allons offrir de très bonnes choses à notre panéliste d'aujourd'hui. Et j'apprécie ce que disait tantôt M. Suleiman. C'est les petites choses qui font avancer le monde. Comme l'a dit Wangari Maathai, les grandes choses sont faites par les petites actions. Et ma petite action, c'est de planter des arbres. Donc à chacun de décider quelle est sa petite action pour qu'à l'ère des ONG, à l'ère des ODD, nous puissions faire un développement qui soit non seulement durable, mais inclusif et partagé par tous, pour aujourd'hui, mais pour demain. Merci beaucoup à vous et rendez-vous à l'AG l'année prochaine. Bye bye. Au revoir.